Ma première vidéo sur le bushcraft débutant ayant été bien accueillie, ça m'a donné envie de continuer. Donc dans cette deuxième partie, on va s'attarder sur le couteau de bushcraft. Donc à quoi il sert, comment on peut s'en servir et surtout comment le faire en toute sécurité. Avant de commencer sur quelques conseils et puis quelques petits tests, je voulais parler des gants puisque souvent on me reproche de ne pas en porter. Donc sachez que j'ai rien contre le port des gants. Si quelqu'un veut porter des gants, il n'y a aucun souci. Ça peut être conseillé pour les débutants. Après c'est un choix personnel, je n'en porte pas. Mais si jamais vous venez en porter, essayez de voir par rapport aux normes, etc. Puisque souvent on porte des gants qui finalement ne nous protègent pas plus que si on n'en avait pas. Voilà, donc ce petit message pour vous dire que c'est un choix personnel et que si les débutants souhaitent en porter, ne vous gênez pas. Au niveau de la prise en main, il est important d'être à l'aise avec le couteau, que ce soit en prise pleine main, en prise dorsale ici, à l'envers, avec le pouce sur le dos de lame ou éventuellement les 2 pouces sur la lame. Donc ce sont des positions qu'on va voir ensemble. La première des règles et la plus importante, c'est qu'il ne faut jamais laisser les doigts dans la trajectoire de la lame ou le corps dans la trajectoire de la lame, sauf des petits cas particuliers qu'on verra. Mais il faut essayer de le faire le moins possible, de façon à ce que si jamais la lame rip, elle n'attrape rien. Donc par exemple, cas concret, je suis là, je veux couper ma branche ici. Donc là, si la lame rip, je risque d'attraper mes doigts. Donc évidemment, faire très attention à ça, placer la main derrière, et si possible bien loin derrière, car si on la met là juste en dessus, on risque d'attraper le pouce au passage. Donc si vous avez la possibilité, par exemple, vous devez tailler une pointe, essayez d'avoir la branche de départ la plus longue possible, de manière à placer les mains assez loin. Ensuite ici, donc on va pouvoir pousser. Si jamais la lame rip, hop, je n'attrape rien du tout. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, si jamais on vient à tirer la lame vers soi, par exemple comme ça peut être le cas ici, donc cas concret, je vais découper un petit morceau de saucisson, ou alors je viens ici travailler pour venir finir le haut d'un bout de bois. Si vous venez à faire ça, donc ici, la lame concrètement vient vers mon doigt, mais si on y regarde de plus près, je suis éloigné du pouce. Donc là, il n'y a pas de risque que la lame parte vers mon doigt. Donc si je venais à couper ici du saucisson, imaginons, ici je travaillerais et à la fin, hop, le couteau est quand même à 2 bons centimètres de mon doigt. Donc ça c'est important aussi, lorsque vous voyez quelqu'un qui taille comme ça vers son pouce, sachez que le pouce n'est pas dans la trajectoire évidemment du couteau. Donc si jamais je faisais comme ça et que je venais dessus, là je serais en plein dessus et là évidemment je pourrais m'ouvrir le pouce. Donc faire très attention à ce genre de position. Et on vient tirer, rester bien loin de la lame. Donc ensuite il faut venir tirer doucement, se servir du tranchant du couteau et ne pas forcer dessus. Donc ça c'est un point très important. On a tendance à penser au début que plus un couteau coupe, au plus il est dangereux. En réalité, c'est l'inverse. Si j'ai un couteau émoussé qui ne pousse pas, pour faire un travail de coupe comme je viens de le faire par exemple, je vais être obligé de forcer sur la lame. Et c'est en forçant qu'on contrôle un petit peu moins ses mouvements et que la lame risque de partir un peu n'importe où. Donc c'est très important d'avoir une lame, que ce soit une lame de couteau ou de hache d'ailleurs, bien aiguisée. Ensuite, que ça rase vraiment les poils ou pas, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que ça coupe très bien sur le bois, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Dans les techniques sécurisées, il y en a une qui est très connue et qui est très efficace et du coup très sécurisée. C'est de venir placer donc soit le couteau dans la main et la main contre le tibia ou le genou, soit de placer directement le couteau ou la lame du couteau sur le genou. Donc évidemment de ce côté-là ça ne coupera pas, donc on ne craint rien. Et ensuite on va venir tirer le bout de bois. Donc au lieu que le couteau parte en avant, c'est le bout de bois qui va aller en arrière. Donc là on vient tirer le bout de bois, donc ce qui est très efficace. Donc là il n'y a aucun risque d'attraper les doigts puisque cette main là est protégée de la lame et celle-ci également. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant d'avoir une branche assez longue, car si on vient travailler ici, évidemment il y aura plus de danger d'attraper le pouce. Donc on reste quand même assez loin sur le bout de bois et on vient tirer tranquillement. Donc cette position est vraiment efficace pour tailler des pointes ici, où on va vraiment enlever de la matière, ou alors pour venir écorcer. Donc là on fait juste glisser la lame, le bout de bois sur la lame, et l'écorce se soulève d'elle-même. Donc voilà, cette méthode là est vraiment très intéressante.
Il y a une méthode de coupe aussi qui est sécurisée et que j'apprécie vraiment particulièrement. Donc c'est ce qu'on appelle une coupe en prise dorsale. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le couteau ici en pleine main, on va le prendre à l'envers avec le pouce sur le bord du manche ici ou sur la lame. Donc cette prise là est aussi importante lorsque vous essayez un couteau. Il faut qu'on soit à l'aise ici aussi. Donc cette prise là a deux particularités. La première, c'est qu'on ne prend aucun danger, puisqu'en fait ici la lame s'éloigne du corps, s'éloigne de la deuxième main ici. Donc ça, c'est la première des choses à savoir, c'est que c'est une prise qui est quand même bien sécurisée. La deuxième, c'est qu'on va venir avoir beaucoup de puissance, puisqu'on ne se sert pas des muscles seulement du bras, mais de l'ensemble du haut du corps, notamment des dorsaux, puisqu'en fait le travail de coupe ne s'effectue pas comme on le pense avec le bras, mais bien avec les muscles des dorsaux. Donc ici on attrape le couteau, on attrape la main qui a le couteau et la main qui tient le bâton, et ensuite ce sont les dorsaux ici qui vont travailler. Donc on rassemble les muscles derrière ici, on serre et on pousse la poitrine en avant. Donc en fait c'est un travail du corps. Ici j'ouvre la poitrine, je serre les dorsaux en arrière et hop, on vient tirer et ça coupe. Donc ça c'est une prise qui se révèle aussi efficace parfois lorsque les outils ne sont pas très agréables sur la prise en main, comme par exemple sur le Laserman que j'avais déjà présenté. Donc les coupes comme ça ne sont pas très agréables, ça attaque un peu les doigts. Par contre avec cette prise là ou la prise contre le genou qu'on a vu tout à l'heure, bah, c'est beaucoup plus plaisant. Donc ça c'est une coupe, une façon de couper dont je me sers vraiment très souvent, que j'apprécie. Et on peut autant faire un travail puissant ici qu'un travail assez minutieux. Donc ici je vais venir tout doucement appuyer et je vais pouvoir contrôler ma coupe. De plus, à la longue, comme on se sert de plus de muscles, ça sera beaucoup moins fatigant que de travailler sur des coupes où on ne se sert que de la force du bras. Nous avons aussi la coupe la plus basique qu'on puisse connaître. Donc c'est une coupe à pleine main, donc ce que j'appelle quand même une prise puissante. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pousser sur le couteau ici pour couper. Donc on pousse ici. Donc ce type de prise est très intéressante, très basique. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, les couteaux ne sont pas confortables dans cette position. Donc on est assez content du couteau, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et au moment de prendre en pleine main ici et de pousser, bah, le couteau ne va pas se révéler agréable. Le manche sera souvent trop petit, ou alors le galbe ne nous correspond pas, ou alors fait mal aux doigts. Donc ça, ce sont des choses que vous pourrez savoir qu'en essayant du coup. Mais c'est pour ça que j'aime avoir des manches quand même assez gros et assez galbés pour pouvoir travailler là-dessus. Donc ici encore une fois, on ne prend pas de risque puisque la main qui tient le bâton est quand même loin en arrière. Le seul danger qu'il y a, c'est de travailler dans un espace restreint. Par exemple lors d'un bivouac à plusieurs où on est en train de discuter, on est vraiment à côté. Et ici, le bout de bois résiste un peu, puis part et hop, le couteau s'en va. Et ici, on risque de blesser la personne. Donc toujours avoir un petit périmètre de sécurité autour de nous pour travailler sur ce genre de coupe. Ou alors éventuellement passer également une dragonne autour du poignet. Ce qui peut servir au cas où le couteau nous échappe, au lieu qu'il aille rencontrer la personne d'à côté, il restera suspendu au poignet. Une chose qui nous intéresse beaucoup en bushcraft à l'aide d'un couteau, c'est de venir travailler sur des feather sticks. Donc là, ça va dépendre beaucoup de l'émouture du couteau. Donc ici, c'est une émouture scandinave. Il y a aussi des émoutures convexes. La différence qu'il y a, donc après, c'est aussi une question de goût. Ça va être l'angle d'attaque. Donc avec une convexe, on va être généralement un peu plus sur le dessus, un peu plus d'angle. Enfin, peu importe, ça c'est un choix qui reste personnel. Ce qui compte, c'est de ne pas forcer sur le feather stick. On va juste accompagner son couteau. Sachant que si les copeaux ne restent pas accrochés, c'est pas grave puisqu'on peut les récupérer ensuite. Voilà, mais ce qui compte ici, c'est une lame qui a un bon tranchant évidemment. Et ensuite, il y a différentes techniques. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est partir du haut de la lame, de la pointe, et revenir vers le bas. Ensuite, ce qui va compter également, en dehors du tranchant du couteau, c'est de venir chercher un angle. Donc ici, j'ai créé un plat. Ici, j'ai créé un plat dessus. Et je vais venir me servir d'un angle que j'ai créé ensuite. En fait, l'idée, c'est de venir travailler avec un minimum d'effort pour créer les feather sticks. Donc au plus le couteau coupera, au plus on attaquera en douceur et au plus on viendra chercher un angle, au mieux les feather sticks se feront. Donc pour venir faire des petits frisottis comme ça. Donc ça va être très intéressant. Quoi qu'il en soit, quand je travaille sur des feather sticks,
je travaille en sécurité puisque ma deuxième main est bien loin au-dessus. Et il faut toujours penser à avoir un support en bois ici, au cas où le couteau venait à riper. Au lieu de taper dans une pierre par exemple, il tapera sur le bois, donc aucune incidence sur le couteau. Ouais, j'ai une question qui me revient très souvent, donc surtout chez les débutants, qui me pose la question comment ça se fait que mon couteau noircit ou a des petits points de rouille. Donc sachez que c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est qu'il ne rouille pas vraiment. Ensuite s'il y a des petites taches c'est pas grave du tout. Et la plupart du temps, donc en bushcraft on préfère les lames au carbone. Donc en fait il confère un pouvoir de coupe un peu plus on va dire efficace que les lames en inox. Et surtout ça s'aiguise mieux, donc ça peut être aussi aiguisé sur le terrain. Donc ce qui est vraiment intéressant pour nos pratiques. Ensuite, qu'il y ait des points, des taches noires, c'est tout à fait normal. Donc moi aussi mes couteaux ont des taches noires, c'est le carbone qui vit, un peu comme des vieux opinels. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça même très bien que le couteau vive. Après ce qui compte, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne rouille pas. Donc ça demande quand même un minimum d'entretien, à savoir l'essuyer avant de le ranger dans l'étui lorsqu'on est dans les sorties. Et lorsqu'on rentre chez soi, le nettoyer, donc liquide vaisselle. Et ensuite surtout bien le sécher. Donc en général ce que je fais c'est que je le nettoie, je le sèche avec le chiffon et ensuite je le laisse sécher avant de le rentrer dans l'étui. Si jamais vous venez à ne pas vous servir du couteau pendant de longs mois ou quelques semaines, il est conseillé de mettre un peu d'huile dessus. Donc ce qui est connu c'est de mettre du WD-40. Donc moi je le fais pas parce que comme je me sers assez souvent des couteaux, ils ne rouillent pas. Et aussi parce que je m'en sers aussi pour cuisiner, donc si je mets du WD-40 dessus, ça sera un petit peu nocif. Le bâtonnage, à titre personnel, je m'en sers pas très souvent, puisque généralement j'ai toujours une hachette avec moi, ou une hache, donc c'est quand même plus efficace et c'est surtout fait pour ça. Ensuite, si on a que son couteau, il n'y a pas de souci, on peut très bien bâtonner, donc ça va surtout dépendre de la longueur de la lame. Mais quoi qu'il en soit, le bâtonnage reste à faire sur des sections qui sont quand même pas très grandes. On va venir ici refendre les bûches pour par exemple se faire du petit bois. Donc ce qui va être important c'est de travailler sur une base ici qui est solide, stable et en bois. Voilà, ensuite il va nous falloir une massue. Donc il va d'abord falloir découper, c'est pour ça que c'est très utile d'avoir une scie lors des sorties. On vient placer le couteau sur le dessus. Donc ici ensuite on va s'enlever au niveau des jambes par exemple pour ne pas se couper au cas où le couteau venait à partir. Donc on va se protéger ici, s'éloigner un petit peu et ensuite on va donner d'abord un coup sur le dessus de la lame au milieu ici pour commencer à le faire entrer dans le bois. Et ensuite on n'aura plus qu'à taper sur la pointe pour venir refendre notre petit bout de bois. Voilà, donc il faut savoir que ce sera beaucoup plus fatigant et beaucoup plus long qu'avec une hachette lorsqu'on a pris le coup de main. Taper sur le dos du couteau va aussi nous servir à faire ce qu'on appelle des coupes à plat. Donc ici on va venir taper. Et voilà, ça va venir soit sectionner ça, soit il va falloir travailler sur des bâtons avec une encoche d'un côté, une encoche de l'autre pour arriver jusqu'à la fin du travail, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec un couteau à lame fixe. On peut ensuite retrouver ce type de coupe, un petit peu comme avec une hache, où on va venir taper ici avec le couteau. Donc lorsqu'on va faire ça, c'est tout à fait faisable, hein. On a une bonne pénétration du couteau. Ce qu'il faut faire, le mieux c'est de faire une prise à 3 doigts, donc comme ici. On vient prendre le couteau qu'avec les trois doigts, on laisse ces deux-là en l'air. Donc ce que je vous conseille par contre ici, c'est de placer une dragonne autour du poignet, ce qui va pouvoir sécuriser l'ensemble de la prise. Et du coup on va pouvoir donner un peu plus d'inertie au couteau. Quoi qu'il en soit, c'est une coupe qui est tout à fait faisable. Sur ce type de coupe, c'est le couteau qui tape tout droit et le bâton qui s'incline. Donc ce qu'il faut veiller, c'est avoir les mains vraiment loin du travail. Donc ici par exemple, je suis bien éloigné. Et si jamais vous mettez la main au-dessus du bâton, vous le placez de cette manière-là. Donc à ne pas avoir les doigts ici qui vont être dans l'axe lorsque le couteau va descendre.
Voilà, c'est quand même bien efficace. Voilà, on peut retrouver ce type de prise à 3 doigts pour venir casser les petites branches mortes qui sont là. Donc là, encore une fois, on vient taper ici, un peu comme une petite hachette, ça peut être pas mal pour ça. Il y a une méthode de coupe que j'apprécie particulièrement, c'est lorsqu'on vient placer 1 pouce, voire 2 pouces sur le dos de la lame. Donc ici, on va pouvoir travailler avec précision. On n'enlève vraiment que ce que l'on désire, en adaptant la pression au niveau des pouces. Donc on peut travailler un peu sur toute la longueur ici avec le même principe. Je garde le pouce d'en bas et je rajoute le pouce d'en haut. Et c'est le pouce en fait qui, en poussant, va créer la coupe. Avec un couteau qui a les angles saillants à 90 degrés, on va pouvoir travailler avec le fire steel, donc venir gratter le fire steel. Donc c'est à ça que servent les arêtes saillantes sur les couteaux, parce que vous verrez que certains couteaux ont cet argument un petit peu, arête saillante pour le fire steel, donc c'est tout simplement à ça que ça sert. On va venir gratter son fire steel. Enfin, on va retrouver ce type de coupe où on vient prendre la lame dans la main. Donc on peut travailler ici, donc ça ce serait plutôt pour de la sculpture, pour travailler sur des petits morceaux. Donc encore une fois ici, si la lame rip, elle ne vient pas dans ma main. Donc jamais, jamais, jamais laisser les doigts en face de la lame. Donc on peut travailler soit ici avec des travails assez précis, soit comme ça, pour par exemple venir fignoler le dessus. Donc là on retrouve un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le pouce ici qui n'est pas du tout en face de la lame. Et on vient travailler avec l'ensemble de la main. Donc ce type de travail là, en fait finalement c'est un petit peu comme si on faisait fermer et ouvrir la main. On est là, on a un appui avec le pouce, on ferme la main, on ouvre la main, on ferme la main et on ouvre la main. Ce genre de prise ici de la lame permet également de venir créer des trous, par exemple pour le feu par friction. Donc c'est tout simple, je plante la pointe et je tourne. Et c'est le tranchant qui va venir travailler. Je plante et je tourne. Je plante et je tourne. Ensuite, je peux faire tourner la planche éventuellement pour venir continuer le travail. Voilà, comme on l'a vu, le couteau de bushcraft est un élément vraiment indispensable pour nos sorties. Il faut juste avoir quelques petites précautions pour s'en servir, pour le faire en toute sécurité. J'espère vraiment que cette vidéo ait pu aider notamment les débutants. Merci et à bientôt.